déterminons P de x. Pour déterminer donc P de x, je ressors le triangle ici du repère. C'est-à-dire, je vais avoir ça. Exactement ça. Ça. Et ça. Et cet angle alpha-ci, c'est ça ici. C'est P de x que je veux. Ça, c'est mon triangle rectangle. C'est P de x que je veux. Qu'est-ce que je constate? Je constate que P de x est opposé à cet angle-ci, c'est-à-dire n'a aucun lien avec cet angle-ci. Par conséquent, pour avoir P de x, je vais utiliser le sinus. Qu'est-ce que je dis donc? On a sinus de l'angle alpha égale à côté opposé à l'angle P de x sur hypoténuse qui est P. Cela entraîne à dire que notre P de x doit être simplement égal à P fois sinus de l'angle alpha. Voilà donc l'expression de P de x que nous venons de trouver. Qu'est-ce qu'on fera donc? On va porter l'expression de P de x, venir remplacer dans 1. C'est-à-dire, on dira, remplaçons 2 dans 1. En remplaçant 2 dans 1, on a 2 dans 1 moins sinus de l'angle alpha moins f plus grand F égale à 0. Or, P est égal à mg. Cela entraîne à dire qu'on aura moins mg sinus alpha moins f plus grand F égale à, cela entraîne à dire qu'on aura, admettons qu'on veut trouver petit f, on aura petit f égale à mg sinus alpha moins grand F. Voilà donc l'expression de la force de frottement. Ça, c'est lorsque nous faisons la projection suivant l'axe des X. Maintenant, nous ferons en est. Pour voir exactement ce qu'il en est. Projection suivant au Y. On réécrit d'abord la condition d'équilibre. On avait P plus Rn plus F plus grand F égale au vecteur nul. Maintenant, nous allons passer par élimination des cas. Puisque nous faisons la projection maintenant suivant l'axe des Y. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que P est représenté suivant l'axe des Y? On vient donc suivant l'axe des Y. Oui, on constate que P a une composante suivant l'axe des Y qui est P de Y. Représenté dans le sens contraire du bon sens du repère. Donc, le P de Y là sera compté négativement. Donc, on aura donc moins
P de Y. Est-ce que Rn est représenté suivant l'axe des Y? Oui. Et dans le bon sens. Donc, on aura plus Rn. Est-ce que F est représenté suivant l'axe des Y? Voici F ici. Il est plutôt représenté suivant l'axe des X. Donc, suivant l'axe des Y, F vaut 0. Est-ce que grand F est représenté suivant l'axe des Y? Voici grand F suivant l'axe des X et non suivant l'axe des Y. Donc, on remplace aussi par 0 égal à. Cela entraîne à égal à P de Y. Ça, c'est la relation 3. Alors, la difficulté maintenant ici, c'est que nous ne connaissons pas la valeur de P de Y. Et comment est-ce qu'on pourra faire pour avoir la valeur de P de Y? Il suffit P de Y. Eh bien, P de Y, P et cette petite portion aussi forment un triangle rectangle. Donc, nous allons ressortir ce triangle rectangle-là de nous. De calculer P de Y. Alors, ce triangle rectangle-là, c'est exactement ça. Le triangle rectangle qui va nous permettre de calculer P de Y, c'est ça. P de Y, P et cette petite partie-ci. C'est-à-dire, on aura quelque chose comme ça. On aura P de Y comme ça. Et on aura P que voici. Voilà notre P. Et n'oublions pas cet angle-ci qui est plutôt vers le haut, c'est-à-dire ici. Nous sommes donc là face à un triangle rectangle dont le côté P de Y est adjacent à cet angle-ci, c'est-à-dire directement en contact avec l'angle. Je dis bien, nous avons donc notre triangle rectangle où P de Y est adjacent à cet angle-ci car directement en contact avec l'angle. Pour cela, nous allons utiliser le cosinus. On a cosinus de l'angle alpha égale à côté adjacent à l'angle P de cosinus de l'angle alpha. Voilà donc que nous venons de trouver l'expression de P de Y. Je vais appeler ça 4. Nous allons donc remplacer 4 dans 3 pour avoir finalement l'expression de Rn. Remplaçons. Quatre dans 3. On aura Rn égale à P, puisque P de Y c'est P cosinus alpha. Donc on aura P cosinus de alpha. Or, P est égal à mg. Cela entraîne à dire que Rn doit être égal à mg cosinus de l'angle alpha. Voilà donc au final l'expression de Rn que nous venons de trouver. Voilà donc exactement ce que nous pouvons avoir lorsque nous sommes dans le cas
Voilà exactement les différentes expressions que nous pouvons avoir. Maintenant, moi, à tout moment, je fais la projection suivant les deux axes pour vous montrer exactement comment les projections se font. Mais lorsque je suis dans mon exercice, la projection suivant un axe, c'est-à-dire si la force dont je veux calculer se trouve suivant l'axe des X. Si la force dont je veux calculer son intensité se trouve suivant l'axe des Y, je ne fais que la projection suivant l'axe des Y. Mais si les forces dont je veux calculer leur intensité se trouvent suivant l'axe des X et Y, je vais faire les projections suivant les deux axes. J'espère que je me fais très bien comprendre. Donc, voilà donc exactement ce que nous avons pour le troisième cas. Le quatrième cas, nous allons prendre donc un cinquième cas. Cinquième et pour des solides animés d'un mouvement de translation, nous allons prendre le cinquième cas qui est solide en équilibre sur un plan incliné rugueux se déplaçant sous l'action d'une force faisant un angle alpha avec le plan. Donc voilà le cinquième cas. Solide en équilibre sur un plan incliné rugueux alpha avec le plan. Nous allons aller très vite ici. Première chose, définir le système. Définition du système. Alors, notre système ici, ce n'est rien d'autre que le solide S. Après avoir défini le système, la deuxième étape, c'est l'inventaire des forces qui s'appliquent sur notre système. Inventaire des forces. Alors, comme première force, nous avons le poids du solide. Le poids du solide. Comme deuxième force, étant donné que le solide se déplace sur un plan, nous aurons aussi la réaction normale du plan. Du plan. Ensuite, question, est-ce qu'il existe aussi une force de frottement ou alors la force de frottement? Nous allons juste regarder dans l'énoncé de l'exercice et voir si dans cet énoncé-là,
il apparaît un mot qualificatif de la force de frottement. Nous allons regarder dans l'énoncé s'il existe un mot qualificatif de la force de frottement. Nous constatons dans notre exercice qu'il y a solide en équilibre sur un plan rugueux. Le mot rugueux là renvoie à la présence des forces de frottement. Donc, force de frottement. Est-ce qu'il existe? Est-ce que notre solide est aussi soumis à la force motrice? Question. Nous allons juste rentrer dans l'énoncé de notre exercice et voir s'il existe dans l'énoncé de l'exercice un qualificatif de la force motrice. On lit l'exercice solide en équilibre sous l'action d'une force. Ça veut dire que pour que ce solide-là puisse se déplacer, il faudrait exercer sur lui une certaine force. C'est donc ça la force motrice. Donc nous allons citer la force motrice. Entre parenthèses, grand F. Alors, une fois donc que nous avons fait l'inventaire des forces, la prochaine étape, c'est-à-dire c'est représenter ces forces-là sur le solide. Donc, représentation des forces sur le solide. Nous sommes où? Sur un plan incliné. Donc, je ressors d'abord mon plan incliné, que voici. Et ça, c'est comme ici, j'ai déjà alpha, j'ai déjà ici alpha, je vais plutôt appeler cet angle-ci bêta pour éviter les embrouilles, en fait. Et donc, sur ce plan incliné-là, je vais représenter mon solide que voici. Et donc, une fois que j'ai représenté mon solide, je vais directement représenter toutes ces forces-ci. Ça, on peut passer par l'énoncé des caractéristiques, puisque nous connaissons déjà tout cela. Donc, je vais représenter le poids directement. Je vais représenter le poids directement. Voilà le poids. La force de frottement. La force motrice. Dans l'exercice, l'énoncé des exercices nous dit cette force motrice-là fait un angle alpha avec le plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Notre force motrice qui était censée être représentée comme ça, fera maintenant plutôt un angle alpha avec le plan. Donc voilà maintenant cette force-là ici. Et l'angle alpha là, le voici là. Voilà la représentation des forces sur le dessin. Une fois donc qu'on a représenté des forces sur le dessin, on va passer à la quatrième étape qui est la condition d'équilibre. Des conditions d'équilibre.
on a, je vais somme des forces extérieures égale au vecteur nul. Cela entraîne à dire qu'on aura P plus RN plus F plus grand F égale au vecteur nul. Une fois donc qu'on a écrit la condition d'équilibre, on va donc C projection suivant les axes. Pour faire la projection suivant les axes, je vais ressortir sur le schéma que j'ai là au tableau, mon repère orthonormé qui est deux droites qui se coupent en formant un angle droit. J'ai cette chance un angle droit avec le plan d'eau. Je vais directement profiter de cela pour ressortir l'axe des Y qui est une droite passant par la droite d'action de la réaction et l'axe des X qui est une droite passant par le plan incliné. Donc, on aura donc quoi? On aura notre plan incliné là, notre solide là, l'angle bêta là, le point que voici, il est représenté en jaune. On fait pareil. Ensuite, la réaction normale que voici. Ensuite, la force de frottement que voici. Ensuite, la force motrice que voici. Alors, je vais donc ressortir mon repère orthonormé ici, que voici. Et axe des Juliette. Alors, pour mieux voir ce que je suis en train de faire, je vais détacher ce repère orthonormé-ci de mon solide et le représenter à part. Et pour le détacher, il faudrait juste remarquer que ce repère orthonormé-ci, si je le ramène vers le bas comme ça, il deviendra exactement, il va se placer pour pouvoir réussir mes projections suivant les axes. Quand je vais tirer le X pour ramener à l'horizontale, le Y va se placer exactement à la verticale. C'est-à-dire, quand je tire le X pour ramener là à l'horizontale, le Y, lui, va se déplacer pour se placer à la verticale. Donc, j'aurai exactement ça. J'aurai exactement ça. Ça. Ici, c'est X. Ici, c'est Y. Et
J'ai d'abord, suivant l'axe des Y, j'ai ma réaction normale qui est représentée là. Voilà cette réaction normale-là. Voilà la réaction normale. J'ai, suivant l'axe des X, ma force de frottement qui est là, c'est-à-dire ici. La voici ici. J'ai aussi cette force motrice qui est en réalité une droite qui, c'est à cette force motrice-là. La voici, je vais la représenter exactement ici, c'est-à-dire, c'est ça. Voilà F. Voilà mon F. Et l'angle alpha là, le voici ici. Il est exactement entre X et Y. Donc je viens aussi le représenter ici, entre X et Y. Voilà mon P ici. Et l'angle bêta qui est là, l'angle bêta qui est là, c'est le même angle qui est là, car il suffit de constater que ça, c'est la même chose ici. Il suffit de constater que ce plan incliné ici, c'est le même plan incliné ici. Donc l'angle ici, c'est l'angle là ici. Donc je viens ici, je représente mon bêta. Voilà. Le travail. Une fois donc que j'ai représenté ce chemin, je vais passer donc, permettez-moi, je vais passer donc à la projection suivant l'axe des X. Suivant OX. Alors, pour faire la projection suivant OX, je vais d'abord réécrire la condition d'équilibre. C'est-à-dire, on a P plus Rn plus F plus grand F égale au vecteur nul. Maintenant, je vais passer par élimination des cas. Première question, est-ce que le vecteur P est représenté suivant l'axe des X? Puisque je fais la projection suivant l'axe des X. Est-ce que le vecteur P est représenté suivant l'axe des X? Pour répondre à cette question, je reviens dans mon repère que voici. Je regarde P. Voici mon P ici. Je constate que ce P-ci a deux composantes. Une composante suivant l'axe des X et une composante suivant l'axe des Y que je vais ressortir. Voici la composante suivant l'axe des X. La voici. La voici. P de X. À l'axe des Y, la voici. La voici. Alors, je constate donc que le bêta-ci, angle alter, c'est le même bêta. On aura moins P de X parce qu'il est opposé au bon sens, moins P de X, moins F parce qu'il est dans le... Non, Rn. Rn n'est pas orienté suivant l'axe des X. Dans le mauvais sens, donc moins F.
Grand F. On constate aussi que grand F a deux composantes. Une composante suivant l'axe des X et une composante suivant l'axe des... Voilà. La composante suivant l'axe des X, voilà ça ici. F de X. La composante suivant l'axe des Y, voilà ça ici. F de Y. Alors, comme je suis suivant l'axe des X, mon F-ci sera maintenant plutôt F de X. Et le F de X est dans le bon sens. Donc, je vais faire ici plus E F de X égale à 0. Ça, c'est la première relation. Or, il se pose un problème en ce moment, c'est que je ne connais pas P de X, je ne connais non plus F de X. Pour cela, je vais rentrer dans mon repère, voir si je peux avoir l'expression de P de X et l'expression de F de X. Pour avoir P de X, qu'est-ce que je constate? Je constate que ce triangle ici, P de X, P, avec cette partie-ci, est un triangle. Donc, je peux expliquer de P de X. Donc, je vais détacher ce triangle-ci du repère, aller placer là pour avoir l'expression de P de X. Donc, on met ici, déterminons P de X. Pour cela, je vais d'abord représenter ce triangle rectangle-là, que voici. Ça. Ensuite, ça, que voilà. P de X. Ensuite, ça, que voici. P. Et l'angle bêta que voici, c'est ça ici. C'est P de X que je cherche. Je constate que mon P de X est opposé à cet angle-ci car n'a aucun lien avec l'angle-ci. Je vais donc appliquer le sinus. On a sinus de l'angle bêta égale à côté opposé P de X sur l'hypoténuse P. Cela entraîne à dire que P de X égale à de l'angle bêta. Or, P est égal à mg. Cela entraîne à dire que P de X est égal à mg sinus de l'angle bêta. Voilà mon P de X que je viens de trouver. J'appelle ça 2. Je dois aussi trouver F de X. Je dois aussi trouver F de X. Pour avoir F de X, voici mon F de X ici. Je reviens toujours sur mon dessin, mon repère. Voici mon F de X ici. Je constate que le triangle F de X, F et cette partie-ci, est un triangle rectangle avec pour hypoténuse F. Et l'angle, voici cet angle-là. Donc, je vais ressortir ce triangle rectangle-là du repère, le placer là-bas et déterminer mon F de X. Donc, on va aussi mettre ici, déterminons F de X. Pour cela, je ressors ce triangle et cette partie-ci du repère que je place là. Qu'est-ce qu'on va avoir? On aura ça. Ça, que voici. Et
ça que voici. Voici. Je constate donc que cet angle alpha-ci est adjacent à f de x. Donc, je vais utiliser le cosinus. On a cosinus de l'angle alpha égale à côté adjacent f de x sur f. Cela entraîne à dire que f de x est égal à f fois cosinus de l'angle alpha. Voilà mon f de x que je viens de trouver. Ça, c'est la relation 3. Je vais donc porter la relation 2 et 3. Je vais venir remplacer dans 1 parce que dans 2, j'ai l'expression de p de x. Dans 3, j'ai l'expression de f de x. Donc, je vais remplacer 2 et 3 dans 1. On écrit donc, remplaçons deux et 3 dans 1. On aura P de x, voilà P de x, mg sinus bêta, donc on aura moins mg sinus bêta moins f, plus f de x. F de x, c'est f cosinus alpha, donc plus f cosinus alpha égale à 0. De là, donc, je peux tirer mon f qui est égal à mg sinus bêta moins f cosinus alpha. Voilà donc l'expression de la force de frottement que je viens d'obtenir. Je vais faire... Oh, il y a une petite erreur qui s'est glissée là. C'est moins ici. Et plus ici. On va donc passer à la projection suivant l'axe des Y. Même principe, projection suivant OY. Condition d'équilibre, on a P plus Rn plus F plus grand F égale au vecteur nul. Élimination P. Est-ce que P est représenté suivant l'axe des Y? Oui. P est représenté suivant l'axe des Y par P de Y et qui est dans le sens opposé au bon sens. Donc, on aura en train de dire qu'on aura moins P de Y. Est-ce que Rn est représenté suivant l'axe des Y? Oui, et dans le bon sens. Donc, plus Rn. Est-ce que F est représenté suivant l'axe des Y? Petit f n'est pas représenté suivant l'axe des Y, mais plutôt suivant l'axe des X, donc plus 0. Est-ce que grand F est représenté suivant l'axe des Y? Oui. Grand F est représenté suivant l'axe des Y par F de Y et qui est dans le bon sens. Donc plus 0. Je vais appeler ça relation 4. Mais il se pose un problème dans la relation 4. Nous n'avons pas les
P de Y ici, on constate que cette petite partie-ci est un triangle rectangle. Je dis bien P de Y, P et cette petite partie-ci est un triangle rectangle avec l'angle bêta. Donc on va exploiter ça. P de Y. Pour déterminer P de Y, donc, on va porter ce triangle-là, c'est-à-dire ça. Et ça. Et là, l'angle bêta que voici est directement en rapport avec lié à l'angle. On parlera donc du côté adjacent et on applique le cosinus. On a cosinus de l'angle bêta égale à côté adjacent P de Y sur hypoténuse P. Cela entraîne à dire qu'on aura P de Y égale à P cosinus de l'angle bêta. Or, P égale à mg. Cela entraîne à dire qu'on aura P de Y égale à mg cosinus. Voilà P de Y qu'on vient de trouver. Ça, c'est 5. Il nous reste à trouver F de Y. Pour avoir F de Y, on fait pareil. Voici notre F de Y ici. On constate que le triangle F de Y, F et cette petite partie-ci en interrompu est un triangle rectangle. Donc on va utiliser. Et l'angle alpha-ci, angle alterne interne, c'est le même angle ici. Donc on va utiliser ce triangle-là, c'est-à-dire ça. Ça. Et ça. Ça, c'est F de Y. Ça, c'est alpha. Et ici, c'est F. On a donc sinus de l'angle alpha égale à côté opposé F de Y sur hypoténuse F. Cela entraîne à dire que dy qui est égal à F sinus de l'angle alpha. Voilà l'expression de F de Y que nous venons d'avoir. On va l'appeler 6. On va donc remplacer 5 et 6 dans 4. Remplaçons 5 et 6 dans 4. On aura moins P de Y. P de Y, c'est mg cosinus bêta. Donc, moins mg cosinus bêta plus Rn plus f de Y. F de Y, c'est f sinus alpha égale à 0. À partir de là, on peut tirer Rn qui est égal à mg cosinus bêta
moins F sinus alpha. Voilà donc l'expression de Rn. Nous venons là d'achever aussi avec le 5e cas. Et nous continuons la prochaine fois.